Ok, c'est bon. Alors, à nouveau un petit tour de table, mais on peut le faire simplement avec les mains pour savoir un peu comment me situer. Auto-évaluation donc de votre niveau de connaissance de la RSE. Pour vous, la RSE, c'est donc de 0 à 5, 0 le point fermé, j'y connais rien, je découvre, je sais pas quel est ce sigle et je suis là pour découvrir les bases. Ou 5, bah, on a vu que parmi vous, il y avait des personnes qui avaient déjà lancé une démarche RSE, qui étaient euh, peut-être même dont ça fait partie du métier. Donc voilà, j'arrête le partage à nouveau et je vous laisse vous auto-évaluer. Ok, on a des niveaux, c'est super hétérogène. Marie, tu peux nous dire à l'oral ou dans le chat. Ok. Donc Moi, plutôt je dirais niveau 4. moyen, enfin 3, je vois beaucoup de 3 et de 0. On a des personnes qui débutent. Donc je vais essayer de faire, voilà, de reprendre bien les bases pour que ce soit clair pour tout le monde. C'est un petit challenge sur un webinaire d'une heure parce que je pense que vous l'avez compris, la RSE, c'est quelque chose de, en général, assez vaste et ça peut vite être tentaculaire. Donc voilà, je vais essayer de faire concis et clair. N'hésitez pas à me poser des questions si besoin. Avant de se parler de RSE, je vais présenter Vigneron Engagé pour que vous compreniez ben, pourquoi c'est moi qui vous parle de RSE aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on a à faire ici? Euh, donc, Vigneron Engagé, c'est une association. Juridiquement, c'est une association à but non lucratif qui a été créée en 2007 par initialement une dizaine de caves coopératives du pourtour méditerranéen qui ont voulu travailler ensemble sur une démarche de développement durable. Même au début, c'était plutôt une démarche de qualité. Voilà, ils voulaient mettre en commun un certain nombre de projets, de connaissances. Donc c'est né de ça. 2007, on parlait pas du tout de RSE à l'époque. On parlait de développement durable. Donc voilà, ça a commencé comme ça. Puis petit à petit, au fur et à mesure où la RSE s'est entrée dans le jargon des entreprises, ça s'est développé à l'international. On est devenu un collectif et un label de RSE. Euh, Aujourd'hui, on est plus de 70 entreprises de la filière vin. Je dirais même qu'on s'approche des 80 entreprises. Et on regroupe dans l'association à la fois des producteurs, donc des domaines et des coopératives. On n'est plus du tout une structure où il n'y a que des coopératives, des négociants, des distributeurs, des fournisseurs. Et en fait, fournisseurs et partenaires, maintenant, on a tout regroupé à travers un collège partenaire, parce qu'on a même des interprofessions comme Interloire, on a des institutions, je pense comme l'ILV ou ce genre de choses. Voilà, on a vraiment un écosystème, enfin, on est un écosystème très large d'entreprises qui s'intéressent et s'engagent dans la RSE. Et l'idée, c'est de faire euh, échanger tout le monde, travailler tout le monde en synergie pour que chacun puisse individuellement progresser dans sa démarche. On représente, pour vous donner à peu près une idée, on représente environ 5% du vignoble français aujourd'hui, en termes de surface. Je vous parle beaucoup de collectifs, mais vous nous connaissez certainement plutôt en termes de labels, pour ceux qui nous connaissent. En fait, il y a les deux. Derrière Vignerons Engagés, il y a deux choses. Il y a un collectif d'entreprises qu'on anime. Hein, c'est aussi le rôle de l'équipe salariée, c'est d'animer ce collectif, de créer des échanges, voilà, de fédérer autour de la démarche RSE pour que chacun puisse se nourrir de ce qui l'intéresse. Et le label, ça sert à valoriser la démarche qui est faite individuellement par chaque entreprise. Je le précise parce qu'en général, enfin, il n'y a pas toujours un collectif derrière un label et c'est assez, ça peut être assez atypique. Donc c'est pour ça que je prends le temps de l'expliquer. Petite photo à l'instant T de qui sont les vignerons engagés. Je vous disais, on a tout un tas d'entreprises différentes. En fait, on est structuré en collège. On a notre cœur d'association, c'est le collège producteur, donc avec les producteurs labellisés. On a des producteurs qui sont en conversion, c'est-à-dire qu'ils ont adhéré à l'association, ils ont lancé une démarche RSE, et ils sont en train de la mettre en place. Ils n'ont pas encore passé leur évaluation, donc ils n'ont pas encore le label. Et ensuite, on a
trois autres collèges qu'on a regroupés ici en deux, qui peuvent pas prétendre au label, mais qui bénéficient de l'activité du collectif, des services de l'association et de cette synergie-là. C'est le collège négociant, le collège distributeur et le collège partenaire. Et donc, par chez vous, vous devez peut-être en connaître quelques-uns. On a notamment Loire Propriété. Euh, alors, je pense que c'est très large, la Loire. Je connais très mal votre région. Je suis désolée. Je cherche. Il y a les vignobles Villebois, par ici. Je crois que c'est tout. On n'est pas beaucoup présent dans la Loire, mais ça peut évoluer très vite. En quelques points, j'essaie de faire très court sur Vignerons engagés. Euh, Aujourd'hui, on est le seul référentiel RSE de la filière vin. Alors, vous allez certainement vous dire, mais je comprends pas, j'ai fait un webinaire RSE avec Terravitis la semaine dernière. C'est en train d'évoluer. Terravitis, à la base, c'est un référentiel environnemental vignoble qui est en train d'intégrer depuis 2024 des piliers, enfin des points sur le pilier social et le pilier économique. Euh, donc peut-être qu'il faudrait que je remette à jour ma slide en bougeant Terravitis un petit peu plus au centre. Je me permets quand même de dire ça parce que on est le seul référentiel aujourd'hui RSE qui s'applique, enfin s'appuie sur la norme ISO 26000 qui est la référence internationale de la RSE. C'est-à-dire qu'on a vraiment un cahier des charges RSE qui a été construit d'ailleurs, alors un peu dans le désordre mes points, mais qui a été construit avec AFNOR Certification en 2018 ou 2015, tel qu'il est aujourd'hui. Et donc on a une double labellisation, Vignerons engagés et engagés RSE, qui est un label multisectoriel. Donc ouais, on a vraiment les deux. Et c'est ce qui fait aussi notre marque de fabrique, c'est que le fait de se baser sur cette norme internationale, on a vraiment une reconnaissance vis-à-vis de cette référence internationale voilà, dans d'autres pays du monde. Très important quand on se parle de RSE, vigneron engagé, c'est un engagement qui va de la vigne au verre, c'est-à-dire que ça prend en compte à la fois et forcément l'amont viticole, mais aussi toute la chaîne de valeur qui suit, c'est-à-dire la production, les fonctions support, les RH, la commercialisation, le chai, bien sûr. Enfin voilà, on a vraiment l'ensemble de l'entreprise qui est intégré dans cette démarche RSE, ce qui est un petit peu différent aussi des autres labels qu'on peut trouver dans la filière, qui sont en général plutôt basés sur l'amont. Là, c'est vraiment un label d'entreprise globale. Je vais rentrer dans le cœur du sujet de ce qu'est la RSE. Donc concrètement, hop, j'ai un petit truc zoom qui me gêne. La RSE, c'est une notion, donc la responsabilité sociétale des entreprises, c'est une notion qui est apparue autour des années 2000, enfin, officiellement autour des années 2000, mais en fait qui apparaît beaucoup plus tard dans le jargon des entreprises. C'est initialement quelque chose qui est plutôt pris en main par les grosses structures, les grandes entreprises, et qui répond à des enjeux divers et variés. J'en ai mis quelques-uns là. On a le changement climatique, bien sûr, les évolutions réglementaires, et il y a un enjeu d'anticiper ces évolutions quand on fait de la RSE et les évolutions de la demande sociétale aussi, avec des consommateurs qui sont de plus en plus regardants sur à la fois les pratiques environnementales, mais aussi les pratiques sociales des entreprises auxquelles elles achètent des produits. Ils achètent des produits, pardon. Et avant de vous parler de RSE, il faut que je vous parle de développement durable, parce que vous allez voir, c'est deux choses qui sont très très liées. Le développement durable, il y a une définition officielle je connais pas par cœur, je pourrais à force de la répéter, mais qui est un développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures à répondre à leurs propres besoins. Ça, c'est une définition qui est officielle, qui a été faite, enfin qui est reconnue par l'ONU. C'est vraiment une définition internationale. Mais très concrètement, le développement durable, c'est intégrer les piliers sociaux et environnementaux dans la notion de développement. Quand on parle de développement, je pense notamment au développement d'une entreprise, au développement d'un pays, etc. Donc en fait, on parle très souvent, toujours, des trois piliers du développement durable, donc que vous avez ici. Et pourquoi je vous parle de développement durable? Parce qu'en fait, faire de la RSE, c'est faire du développement durable dans son entreprise. C'est pas plus compliqué que ça, il n'y a pas d'ambiguïté, il n'y a pas de...
Enfin voilà, c'est vraiment faire du développement durable dans son entreprise. C'est un terme différent qui est appliqué au monde de l'entreprise, mais sinon c'est la même chose. Donc on retrouve le respect de l'environnement, l'équité sociale et la pérennité économique. C'est vraiment les trois enjeux auxquels une entreprise qui fait de la RSE va essayer de répondre. J'aime bien présenter la RSE, enfin, une entreprise qui fait de la RSE comme un tabouret à trois pieds, avec chacun des pieds qui est un des piliers du développement durable. Et en fait, l'idée, c'est de voir que pour que ce tabouret tienne dans le temps, c'est important d'avoir un équilibre au sein des trois piliers et de pas complètement oublier un des piliers ou de se concentrer sur un autre. On voit que si on a une bonne pérennité économique, mais on traverse des grosses crises sociales ou une grosse crise environnementale qui peut mettre en cause notre production, bah, notre pérennité économique, elle va pas suffire. Donc, c'est vraiment une image enfin, c'est vraiment très imagé pour vous montrer l'intérêt de faire de la RSE et de prendre en compte les différents enjeux quand on prend une décision stratégique pour une entreprise. C'est ça qui fait une démarche RSE aboutie, c'est quand dans l'ensemble de nos décisions stratégiques, on arrive à intégrer ces questions-là avec des indicateurs environnementaux, des indicateurs sociaux et des indicateurs économiques pour prendre nos décisions. J'ai l'impression que je vais très vite, mais arrêtez-moi si besoin. Je peux faire le moulin à parole très... Enfin, un moulin à parole rapide très longtemps, donc arrêtez-moi. Alors, je vous ai parlé de choses assez... comment dire? Assez abstraites, je pense, enfin très théoriques jusqu'à maintenant. L'idée de la partie juste qui va suivre, c'est de voir concrètement dans la filière à quoi ça ressemble faire de la RSE, quels sont les enjeux auxquels on répond, et pourquoi c'est important de faire de la RSE dans la filière 20 aujourd'hui. Est-ce que vous avez une idée? C'est là le moment où je vais reprendre mon souffle. Est-ce que vous avez une idée des enjeux que traverse la filière, que ce soit des enjeux économiques, des enjeux environnementaux ou des enjeux sociaux, auxquels pourrait répondre une démarche RSE? Je vous laisse la parole. Voilà. Qu'est-ce qui vous vient en tête quand on se parle d'enjeux environnementaux, sociaux et économiques dans la filière 20? J'ai perdu vos têtes. Comment je vous retrouve? Comme ça. Je vous laisse réfléchir, mais si besoin, je vous donnerai un petit coup de pouce, mais je suis sûre que vous pouvez trouver des idées sans coup de pouce. Bon, je vous donne quelques exemples. Un exemple environnemental, on peut trouver la préservation des sols viticoles, par exemple. Sur la partie sociale, on va pouvoir trouver le... Ah, mais non, mais il y a plein d'idées dans le chat, j'avais pas vu. Je sais pas ce que j'ai fait avec ma fenêtre, je vous ai fait tout rabougri sur un côté, mais c'est pas grave. La décarbonation des activités, effectivement. L'adaptation au changement climatique dans son ensemble, oui, complètement. On peut le découper, mais ça peut marcher. Enfin, ça marche complètement. Ouais, les émissions de gaz à effet de serre, transport, chez conception. Ouais. Est-ce que... Ouais, la gestion des RH, je vois l'idée. L'emploi, ok. Oui, j'allais dire, c'est un peu large la gestion des RH. Est-ce que vous avez une idée plus précise ou... Effectivement, l'emploi, le recrutement de la main-d'œuvre, qu'elle soit saisonnière ou qu'elle soit pérenne, c'est un enjeu dans la filière. Ouais. Enjeu consommateur. Est-ce que Marie, tu peux expliquer enjeu consommateur? Je suis pas sûre de bien comprendre. Ensuite, on a achat de matières premières le plus local possible. Ouais. La ressource en eau. Oui. Bon, vous avez plein d'idées en fait.
Ok, je sais pas si Marie, tu veux expliquer, mais je sais que si t'es malade, c'est pas Ouais. forcément simple. Ah, vas-y, super. Ouais, non, c'était par rapport aux consommations actuelles, les enjeux du marché, en fait, Ok, avec un marché en baisse, tout ça. oui, ok, ça marche. Donc oui, des enjeux commerciaux de rendre le produit plus attractif ou à nouveau attractif. Ok, bonne ambiance au sein des équipes. Ouais, de manière générale, on parle souvent de qualité de vie au travail, de c'est très large aussi, hein, euh, mais ça regroupe aussi l'ambiance et la culture d'entreprise. Ouais, tout à fait. La transmission des entreprises. Exactement. Ça, c'est un vrai enjeu RSE, et c'est même un enjeu que j'aime bien montrer comme exemple parce qu'il se situe bien ici, et j'aime bien les exemples qui sont à la frontière entre deux piliers. Ouais. Je vous donne quelques-unes des idées, mais vous avez déjà dit plein de choses que j'avais listées au préalable. Donc plutôt côté vignoble et environnement, on a s'adapter au changement climatique, vous l'avez dit, préserver les sols, la ressource en eau aussi, vous l'avez dit, maintenir, sinon augmenter la biodiversité, préserver le patrimoine bâti et paysager. Ça, c'est aussi un rôle qu'a la filière vin aujourd'hui et c'est un vrai enjeu à ce. La réduction des intrants. Bon, voilà, vous voyez que ma liste, elle n'est pas très exhaustive, vous avez presque été plus exhaustif que moi. On pourrait en lister des centaines hein, d'enjeux en soi. Alors des centaines, j'exagère un peu, hein, mais des dizaines en tout cas. Donc j'ai raccourci, mais vous avez l'idée. Toujours côté vignoble, peut-être plutôt sur la partie sociale, économique, on a le maintien des surfaces agricoles, la main-d'œuvre saisonnière, on parlait d'emploi, mais d'ailleurs main-d'œuvre saisonnière et main-d'œuvre pérenne, je sais pas comment on appelle ça. La cohabitation, agriculture, logement, tourisme, parfois dans certaines régions, qui peut devenir un vrai enjeu. À assurer un revenu cohérent pour tous les maillons de la chaîne. La question du revenu des agriculteurs, c'est aussi un vrai enjeu RSE. Et la transmission des exploitations, vous l'avez dit. Plutôt côté chai, côté cave, on a toujours l'utilisation des ressources. Ça va pas être les mêmes ressources, mais l'idée est la même, hein. L'eau, l'énergie, les matières premières, les batteries, voilà, tout ça. On peut se poser la question de l'export du vin. Comment on fait? Vous avez parlé de transport, d'émissions de gaz à effet de serre et tout ça. C'est aussi un enjeu RSE enfin, qui regroupe, je dirais, l'enjeu des émissions de gaz à effet de serre et l'enjeu du consommateur. Voilà, ça, c'est un peu à la croisée des deux chemins. La stabilité et la localité de l'emploi, la transparence des entreprises, euh, euh, donc de vos fournisseurs vis-à-vis de vous et de vous vis-à-vis de vos clients. Les attentes des consommateurs, on en a parlé. La transmission des savoir-faire également. Voilà, j'essaye de balayer tout ça un petit peu vite, juste pour vous donner des idées de ce qu'on peut rencontrer comme enjeu dans la filière. Mais ah, il y en avait un autre, c'était la sensibilisation à la consommation d'alcool. Effectivement, on est une filière qui produit de l'alcool. Comment on fait pour à la fois promouvoir nos produits dont on est fier et dont on a envie de parler euh, avec fierté, et en même temps sensibiliser à une consommation responsable. Pourquoi c'est le bon moment de vous lancer aujourd'hui dans la RSE? Je vous ai donné une liste, enfin on a réfléchi ensemble et je vous ai donné une petite liste des enjeux auxquels ça répondait, mais globalement, en termes de contexte, on voit qu'on a des attentes sociétales qui sont de plus en plus fortes, hein, je vous disais, des consommateurs qui se renseignent de plus en plus et qui cherchent de plus en plus à s'assurer que les entreprises qui produisent ce qu'ils achètent sont euh, socialement justes, environnementalement avec des pratiques qui sont, euh, si ce n'est vertueuses, au moins respectueuses. On parlait de RH, d'ambiance aussi entre les collègues. C'est un vrai atout pour la marque employeur. Pareil, quand on parle de recrutement, c'est important et ça devient un vrai argument, euh, notamment avec les nouvelles générations qui arrivent sur le marché de l'emploi. Le fait qu'une entreprise soit dans une démarche RSE, ça devient, et c'est de plus en plus un argument de recrutement, enfin un argument pour les recruteurs.
C'est un argument commercial différenciant aussi. Euh, c'est un projet qui peut, enfin, qui très souvent sert de fédérateur, ça ne veut rien dire ma phrase. C'est un projet qui est très souvent fédérateur en interne, puisqu'on a différents services qui n'ont pas forcément l'habitude de travailler ensemble, qui se retrouvent avec un point commun qui est autre chose que simplement leur entreprise et le produit ou l'activité sur laquelle ils travaillent, mais qui est vraiment un projet environnemental, un projet social commun et sur lesquels ils peuvent s'impliquer chacun à leur échelle. Donc ça peut être vraiment fédérateur, ça peut structurer toute une culture d'entreprise. Voilà. Et enfin, c'est une solution efficace pour améliorer son impact. Donc, ça peut être aussi un vrai engagement éthique et quelque chose qui vient répondre à un besoin de cohérence de valeur entre les personnes qui travaillent dans l'entreprise et la stratégie de l'entreprise. Si vous ne m'arrêtez pas, je continue, hein. Et je regarde l'heure aussi parce que je me suis engagée à être à l'heure. Alors, il s'agirait de le faire. Par rapport à tout ça, souvent quand on s'intéresse à la RSE, euh, c'est qu'il y a déjà une petite fibre quelque part. Enfin, en tout cas, c'est rare que dans une entreprise, il n'y ait rien de bien qui soit fait. Moi, j'en ai jamais rencontré des entreprises comme ça. Donc, en général, il y a des bonnes actions, il y a des bonnes pratiques qui sont faites dans les entreprises, mais il ne s'agit pas encore d'une démarche RSE. Une action seule, on dit que c'est une bonne pratique. Par contre, quand on a plusieurs actions qui sont structurées au sein d'une stratégie, et c'est ça qui va faire que ces actions, elles vont être pérennes, parce que si elles sont portées par un ou deux salariés et que ces salariés s'en vont, ou qu'il y a un changement de direction, bah, très vite, la bonne pratique, elle peut s'effacer. Donc, on ne parle pas de pérennité à ce moment-là. Si c'est ancré dans une stratégie, qu'il y a quelque chose de formalisé, là, on peut parler d'une démarche RSE, et c'est ça qui fait la différence entre plusieurs bonnes pratiques et une vraie démarche RSE qui peut être valorisée et qui vraiment va s'ancrer dans le temps. Hum, on peut faire un petit tour, peut-être. Je suis sûre que vous avez mis en place des choses dans vos entreprises. Alors, je ne sais pas, je sais pas trop quelle est la taille de vos structures. Enfin, j'ai cru comprendre qu'il y avait plein de choses différentes. Mais est-ce que vous avez peut-être chacun un exemple qui vous vient en tête de bonnes pratiques environnementales, sociales ou économiques qui, même si aujourd'hui s'intègrent pas dans une démarche RSE, pourraient l'être à l'avenir? Est-ce que ma question est claire déjà? Oui, ça va, ok. Ça peut être des choses très simples, hein. Et notamment, je sais que vous étiez enfin, vous connaissiez pas forcément bien la RSE, etc. Donc, c'est pas toujours. Enfin, j'imagine que vous n'êtes pas dans des entreprises qui ont 10 ans de RSE derrière elles. Donc, je vous demande pas une action qui révolutionne tout, mais la gestion de l'eau avec des installations équipées de circuits fermés de lavage. Ok. Oui, effectivement. Bah, pour le coup, ça, c'est une très bonne pratique RSE. Ça répond très clairement à un enjeu de, de ressources enfin, de gestion de la ressource en eau. Le don de bouchon à une association, ouais, tout à fait. Bah, là, on est clairement on répond à plusieurs enjeux. La gestion des déchets, la limitation des déchets, la gestion des déchets. Et alors, je ne sais pas dans comment ça s'inscrit, mais on a une notion très importante en RSE qui est l'ancrage territorial, qui est les synergies que peut créer une entreprise avec des associations, des écoles, des entreprises locales. Donc, on est tout à fait dans cette idée-là aussi. Minimiser la température dans les bureaux, effectivement, ça répond à la gestion des consommations, donc émissions de gaz à effet de serre, etc. Ouais. L'éco-conception et des projets de consigne de bouteilles, pareil, réduction des déchets, euh, euh, économie circulaire aussi avec la consigne, donc on est tout à fait là-dedans. Ok, bon, super. Bah, merci pour vos idées, enfin, pour vos exemples. Vous avez déjà plein de choses.
Enfin, j'étais sûre que vous alliez avoir des choses. Alors, je vais enchaîner sur la partie, peut-être que vous attendez, je sais pas, mais en tout cas, je vais essayer de la rendre concrète. Je vous disais au tout début, la RSE, ça peut vite être quelque chose qui peut sembler être un tsunami auquel on doit faire face. Je comprends parce que je disais, ça peut être assez tentaculaire, hein. La norme ISO 26000, bah, c'est une norme ISO, ça fait 600 pages, c'est très structurant, mais alors c'est imbuvable. En tout cas, c'est mon point de vue. Et souvent, et la RSE, ça touche à tellement de choses que on sait rarement par où commencer. On sait rarement enfin, donc, quelles sont les premières étapes et comment mettre en place des choses à une petite échelle, qu'il faut embarquer, etc. Donc, je vais essayer de mettre ça le plus au clair possible. Et voilà. Et n'hésitez pas, encore une fois, à me couper, à me poser une question, à me solliciter. Je vois pas toujours le chat, donc peut-être avec le micro, voilà. Alors, 5 étapes clés qu'on a identifiées chez Vigneron Engagé, euh, que je vais résumer au maximum. Donc, la première, déjà, c'est de bien comprendre de quoi il s'agit. Voilà, encore une fois, c'est quelque chose qui peut être assez complexe. Euh, de comprendre le périmètre d'une démarche RSE, de comprendre les acteurs qui sont impliqués, c'est indispensable pour commencer. Deuxième étape, c'est faire un état des lieux de vos pratiques. Euh, Parce que donc voilà, ça fait le pont avec ce qu'on vient de faire juste avant. Souvent, vous avez des bonnes pratiques qui sont faites, qui à elles seules ne constituent pas une démarche RSE, mais par contre, ils vont vraiment faire le socle de votre démarche. Après, vous aurez plus qu'à mettre le liant, à faire voilà, à faire les joints de votre mur en briques, mais en tout cas, vous avez déjà les briques, ou en tout cas les premières bases du mur. Troisième étape, identifier mes parties prenantes et les questionner sur leurs attentes. Alors, c'est peut-être encore un peu du charabia là pour l'instant, mais je vais éclaircir ce point juste après. Excusez-moi, on ne voit Ouais. pas Ah, vous voyez votre pas mon écran? projection. Oui. Ah En oui, tout cas, moi, à effectivement, mon niveau, je ne la vois pas. c'est embêtant. Je reprends. Merci de me prévenir, effectivement, Je vous en prie. je recommence. Est-ce que c'est bon là? Oui, parfait, merci. Oui, ça doit être mieux pour suivre parce que juste avec le son, c'est pas facile. Merci beaucoup. Donc j'en étais au point 3, identifier mes parties prenantes et les questionner sur leurs attentes. Donc ça, je rentre pas dans le détail parce qu'il y a notamment le terme de partie prenante que je vais expliquer juste après. Ensuite, définir ma stratégie RSE. On se parle de stratégie, donc comment, voilà, comment faire pour la définir. Et enfin, point 5, animer ma démarche. C'est une démarche RSE, c'est une démarche sur le long terme. C'est pas du one shot. On fait pas une démarche RSE et ensuite, donc c'est le projet d'un an, puis après tout s'arrête, on est content, on a notre démarche. Surtout pas, ça marche pas comme ça et ce serait vraiment euh, travailler dans le vent, quoi. Alors, je vois que je vous peux prendre 2 petites secondes parce que je vois que j'ai plus de batterie. J'avais pas bien branché, enfin, j'avais pas branché mon ordinateur avant de commencer le webinaire. Erreur de débutant, désolé. Je reviens. Voilà, excusez-moi. Alors, on reprend notre première étape, bien comprendre la RSE. Plusieurs questions à se poser. Euh, Pourquoi vous souhaitez vous lancer dans une démarche RSE? Quelle, à quelle question, à quelle attente ça répond chez vous? Et surtout, avec qui vous pouvez le faire. C'est-à-dire que est-ce que vous avez besoin, est-ce que vous avez des ressources en interne, quelqu'un qui est disponible et intéressé pour creuser le projet, pour se former, voilà, pour aller plus loin dans la RSE, ou est-ce que vous avez besoin de quelqu'un en externe, que ce soit un consultant, que ce soit un collectif comme Vigneron engagé, voilà, de quoi vous avez besoin euh, pour, euh, pour vous lancer dans cette démarche. C'est important de se poser cette question et d'en discuter avec d'autres structures comme les vôtres parce que il y a vraiment
et ça c'est un principe général dans la RSE, il y a vraiment plein de manières de faire. Il y a des gens qui ont besoin d'être très entourés, enfin des entreprises qui ont besoin d'être très entourées pour avancer, notamment parce qu'elles n'ont pas forcément le staff, parce que, enfin voilà, elles ont besoin peut-être aussi voilà, un suivi rigoureux pour avancer, pour pas mettre ça au placard, parce que c'est rarement un projet prioritaire, notamment quand on se lance. Enfin, prioritaire, je veux dire, voilà, on est une entreprise, le business doit continuer, donc ça peut vite être dépriorisé. Et il y a des entreprises qui ont envie de prendre leur temps, qui arrivent très bien à faire ça toutes seules, qui n'ont pas forcément des impératifs de délai de lancement d'une démarche RSE. Donc voilà, qui font très bien avec l'interne. Et quelles sont vos sources d'information? Je disais, il y a plein de choses qui existent, mais par rapport aux deux questions précédentes, la norme ISO 26000, elle fait 600 pages. Est-ce que vous avez quelqu'un qui a le courage et le temps de se lancer là-dedans? Est-ce que, enfin voilà, il y a plein de solutions, mais en fonction de votre situation, vous allez choisir l'une plutôt que l'autre. Ce que je vous recommande, moi, c'est d'échanger au maximum avec des entreprises qui se sont déjà lancées, ou qui, en tout cas, ont déjà lancé une réflexion et vraiment, les échanges, je pense que c'est ce qui va vous permettre d'avancer le mieux. Euh, j'ai mis comme deuxième outil ce webinaire aussi, c'est une source d'information. Ça peut vous permettre voilà, d'avoir des clés pour commencer. Donc, cette démarche de renseignement, elle est indispensable. Elle est pas toujours, comment dire, c'est pas la plus excitante puisque c'est parfois un peu, enfin, c'est pas très concret tout de suite, mais c'est important pour vous d'avoir plusieurs sons de cloche, de prendre le temps de vraiment euh, vous renseigner et voilà, d'échanger là-dessus. Ce que je vous propose, c'est enfin, de toute façon, je vous enverrai ma présentation. Vous aurez la liste de nos adhérents, donc qui sont des entreprises que vous avez, enfin, qui se sont déjà lancées, qui ont déjà une démarche, notamment pour les producteurs labellisés, qui ont déjà une démarche qui est évaluée, qui est ancienne, qui est aboutie. Donc, n'hésitez pas à les solliciter, voilà, pour vous renseigner. En général, ils sont toujours très fiers, ils sont toujours très, enfin voilà, ravis de pouvoir partager leur expérience là-dessus. Donc, si besoin aussi, je peux vous donner les contacts d'interlocuteurs chez eux avec plaisir. Alors, en quelques points, pour vous redonner une définition un petit peu, enfin, complémentaire de celle que j'ai donnée, l'RSE, c'est une recherche d'équilibre permanente. Donc, c'est vraiment quelque chose qui se fait dans le temps. Et c'est, je dis souvent, une démarche RSE, elle est ancrée dans l'entreprise quand elle vient s'intégrer dans l'ensemble des décisions stratégiques qui sont prises. Ça, c'est vraiment l'aboutissement, ce à quoi on cherche à tendre. Pour qu'elle soit valorisée et surtout pour que vous puissiez progresser, c'est important qu'elle soit évaluée par un tiers. Parce que c'est une démarche qui demande de la rigueur, de la formalisation. Enfin, ouais, il y a certaines étapes qui sont indispensables et qui, si vous le faites tout seul et si vous n'avez pas ce recul de quelqu'un qui vient chez vous et qui découvre ce que vous faites pour vous dire bah ça, il vous manque peut-être ça, vous irez plus loin en faisant ça, etc. Vous allez soit patauger, soit perdre beaucoup de temps par rapport à une démarche qui est labellisée. Enfin, évaluée, labellisée, certifiée, peu importe. Je vous disais tout à l'heure, ça doit aller de la ligne au vert, ça fait partie de la définition de la RSE, c'est indispensable. C'est quelque chose qui peut et qui doit être réjouissant. Euh, on... enfin, Aujourd'hui, une démarche RSE, c'est pas une démarche obligatoire, c'est quelque chose qui doit être euh, un projet collectif qui amène de l'enthousiasme. C'est important parce que comme c'est quelque chose qui va vivre dans le temps, il faut que ça puisse être partagé, motivant pour les personnes qui vont travailler sur cette démarche et même de manière générale pour l'ensemble des salariés de l'entreprise. Je parlais tout à l'heure, c'est un levier effectivement pour fédérer les acteurs au sein de l'entreprise, mais aussi au sein de la filière.
Et encore une fois, c'est de la stratégie. Souvent, on associe la RSE à la qualité, euh, parce que c'est souvent lié au niveau des personnes qui l'animent. Mais par contre, c'est vraiment quelque chose qui se fait au niveau de la stratégie, donc au niveau d'un comité de direction. En fait, c'est là que ça va. euh, Enfin, si ça touche pas le comité de direction, si ça n'atteint pas la stratégie, ça ne va pas aboutir, quoi. En tout cas, ça va être extrêmement frustrant pour les personnes qui l'animent. Il faut vraiment que ce soit porté par la direction, que ça fasse partie de la stratégie. Deuxième étape clé, donc faire un état des lieux de vos pratiques. Quelques questions à vous poser. Quelles sont les valeurs de votre entreprise? Elle peut paraître un peu, je sais pas, un peu perchée cette question, mais elle est importante parce que en fait, vos valeurs qui sont souvent oubliées ou pas définies, c'est ça qui va donner la direction de votre démarche RSE. Si dans vos valeurs, vous avez, je sais pas, quelque chose sur l'humain, bah, en fait, forcément, un de vos enjeux principaux, ça va être de vous assurer que bah, les personnes qui travaillent avec vous, qui travaillent chez vous, elles le font dans de bonnes conditions, qu'elles sont contentes de le faire. Enfin, vous voyez, ça va aussi déterminer vos priorités. Comment ces valeurs elles se traduisent dans vos pratiques? Il y a beaucoup d'entreprises qui ont écrit leurs valeurs quelque part sur un papier officiel, certainement, et ça s'arrête là. Donc, ils ont de très belles valeurs, mais par contre, ils n'ont jamais pris le temps de regarder, en tout cas, si ces valeurs, elles se traduisaient dans ce qui se fait dans l'entreprise. Et c'est là aussi qu'on va lancer cette démarche RSE, c'est en se disant, bah, OK, on a ces valeurs-là, comment on va faire pour qu'elles soient pas seulement dans la tête des dirigeants, mais vraiment dans les faits, quoi. Qu'est-ce qui est déjà fait, je vous en ai déjà parlé, et qui peut être mis en avant, qui peut être formalisé dans une démarche RSE. Donc, appuyez-vous sur ce qui existe déjà, c'est important. Euh, Quand on se lance dans une démarche RSE, il y a une étape qui n'est pas la plus sympa, mais qui est indispensable. C'est une étape de formalisation de ce que vous faites. Euh, et du coup, vous avez ce travail-là qui est important. Si en plus vous vous concentrez à lancer plein de choses en même temps, c'est un travail monstrueux. Donc, partez de l'existant, formalisez déjà ça, et ensuite vous aurez un plan d'action, vous ferez vivre tout ça dans le temps, vous allez progresser, mais donnez-vous le temps de progresser. Et enfin, quels sont vos axes d'amélioration? Donc ça, c'est à la suite, une fois que vous avez formalisé tout ça, comment vous pouvez aller plus loin, et puis planifier, organiser dans le temps, etc. Quelques idées d'outils. Tout ça, c'est des outils, typiquement, c'est des choses qu'on propose au sein du collectif dans une boîte à outils commune. Donc, c'est des choses qui existent, que vous pouvez trouver donc, soit avec un collectif comme le nôtre, soit en vous faisant accompagner par un consultant. En général, il y a des consultants qui proposent aussi des outils préconçus. Donc, voilà, il y a plein de choses qui pourront vous aider comme ça. Euh, Faites un tableau de suivi de vos actions. Une fois que vous avez listé vos bonnes pratiques existantes, bah, regardez comment vous pouvez aller plus loin, comment vous pouvez les mesurer, parce que c'est surtout ça qui va nous intéresser dans un premier temps, c'est vous faites des choses, c'est très bien, mais si vous voulez pouvoir le dire, si vous voulez pouvoir le mettre en valeur, c'est important de pouvoir le mesurer, de pouvoir le prouver. Euh, c'est de plus en plus important, il y a de plus en plus de vigilance au greenwashing, au social washing, donc et puis pour votre éthique individuelle aussi, c'est important de pouvoir mesurer et prouver ce que vous faites, en tout cas ce que vous dites. Euh, et enfin, je vous en parlais juste avant, mais pour vous lancer, nous, on ne peut que conseiller de faire un diagnostic RSE avec un tiers. C'est ce qu'a fait Interloire, c'est ce qu'a fait la Maison Louis de Grenelle. Merci à toutes les deux d'avoir témoigné d'ailleurs tout à l'heure. Euh, c'est important parce que vous aurez certainement, malgré ce type de webinaire, vous allez avoir besoin de méthodes. Et je ne peux pas vous résumer la méthode d'une démarche RSE en 1 heure de temps. Et ensuite, parce que c'est toujours très difficile de prendre du recul à la fois sur ce que vous faites et sur les prochaines étapes quand on est
la tête dans l'opérationnel ou la tête dans la stratégie, mais en tout cas, vous avez besoin de quelqu'un qui a à la fois une vision globale d'autres structures qui se sont lancées dans la RSE et voilà, et qui pourra vous donner la méthode des prochaines étapes. Un diagnostic RSE, vous ressortez avec un plan d'action, avec euh, les indispensables qu'il va falloir mettre en place selon le niveau que vous voulez avoir. Est-ce que vous voulez une labellisation? Est-ce que vous voulez... euh, voilà, selon ce que vous allez chercher, donc un plan d'action qui va répondre à cet objectif. Je ne peux que vous conseiller ça. Euh, et je plaide même pas pour ma paroisse parce que c'est pas nous qui les faisons, mais, mais voilà, c'est vraiment important de commencer par ça. Pourquoi je vous ai mis cette slide, je sais plus. Ah bah ça vient de dire ce que je viens de dire en fait. Voilà. Élaborer un plan d'action, ça vous permet d'appréhender si vous souhaitez partir avec la norme ISO 26000, donc avec une référence internationale, enfin la référence internationale, ça vous permet de l'aborder sans vous palucher les 8 chapitres, enfin 5 chapitres de pratique et 3 de résultats. Donc voilà, le diagnostic, voilà, je me répète, mais je, je ne peux que le conseiller. Troisième étape, identifier mes parties prenantes et les hiérarchiser. Alors, je ne sais pas si le terme de partie prenante parle à tout le monde. Est-ce que je regarde vos... Vous n'avez pas vos caméras, je ne peux pas regarder si vous me faites des oui ou des non. Mais je vais le définir de toute façon parce qu'on on avait des points fermés tout à l'heure quand je demandais le niveau de connaissance de la RSE. Donc, dans tous les cas, je vais le définir. Déjà, les premières questions, qui sont mes parties prenantes? Donc, voilà, je rentrerai plus dans le détail, mais en gros, c'est quels sont les acteurs de votre écosystème? Est-ce que pour chacune d'entre elles, elles sont importantes pour mon entreprise? Est-ce que mon activité en dépend ou est-ce que leur activité dépend de moi? Et comment je vais pouvoir les hiérarchiser? Pareil, ça, faites un tableau. Là, c'est peut-être un peu flou. Je vais rentrer juste après dans le détail de pourquoi c'est important de faire ce travail-là. Mais peu importe la démarche RSE que vous allez lancer, c'est-à-dire peu importe avec quelle certification, si vous souhaitez vous faire certifier ou quoi, on va toujours vous demander d'avoir identifié vos parties prenantes. Je vais expliquer après, je suis en train d'aller trop loin sur cette slide-là. Donc, les parties prenantes, elles sont définies, voilà, il y a plein de définitions, en voici une. Donc, c'est un individu ou un groupe d'individus qui est affecté ou qui peut vous affecter directement ou indirectement, à court terme ou à long terme, la stratégie, les actions, les activités de votre entreprise. En gros, c'est quelqu'un qui a un intérêt dans les décisions ou dans les activités de votre organisation. Ou quelqu'un dans lequel vous avez un intérêt. Enfin, voilà, c'est toujours en miroir. Je sais pas, je suis pas sûre qu'on ait trop le temps, donc je vais pas vous faire forcément citer quelques-unes de vos PP. J'enchaîne. Quelques exemples. On a des parties prenantes internes, donc des salariés, des actionnaires. Voilà, je ne sais pas comment vous êtes structuré. Ça peut être pour une coopérative, ça peut être des coopérateurs. Et ensuite, on a tout un tas de parties prenantes externes. Donc, on va retrouver bien sûr les fournisseurs, les clients, les consommateurs. Ceux-là, on les a assez facilement en tête. Mais aussi, on va avoir vos prestataires de services, la banque qui vous accompagne, les riverains de votre entreprise, la mairie, la communauté d'agglo. Enfin, voilà, vous avez plein de filières comme ça. Je vous enverrai la liste, mais je passe rapidement dessus. Plein de filières, plein de parties prenantes comme ça. Et pourquoi c'est important de les identifier? Tout simplement parce que quand vous lancez une démarche RSE, vous allez échanger avec vos parties prenantes pour identifier vos risques et vos opportunités. Ça, toujours dans une optique de pérennité. Ça vous permet à la fois de réduire vos risques, mais ça vous permet aussi de travailler sur l'acceptabilité de certains enjeux, etc., vis-à-vis de vos activités. Je m'explique. Si je prends l'exemple des riverains,
vous avez une activité qui fait du bruit, vous avez jamais échangé avec vos voisins. Peut-être qu'un jour, vous allez avoir une pétition des voisins qui veut que vous fassiez des travaux de- d'isolation phonique de votre entreprise. Et ben, si vous interrogez, vous prenez les devants, vous interrogez vos voisins. Est-ce que vous faites du bruit? Est-ce qu'il y a des pollutions chimiques, atmosphériques? Est-ce qu'il y a des odeurs qui sont désagréables, etc. Vous allez comme ça pouvoir anticiper un certain nombre de risques. Et le fait que ce soit une démarche volontaire, ça va améliorer aussi votre image, l'acceptabilité de tout ça. Et vous allez pouvoir anticiper, ne pas faire les choses dans l'urgence. C'est toujours quelque chose qu'on cherche en RSE. Vous allez pouvoir anticiper ces risques-là. Enfin, les actions qui suivent. Une idée pour travailler votre tableau de parties prenantes, c'est de caractériser quel niveau de relation vous avez avec cette partie prenante et quel est le niveau d'importance de cette partie prenante pour votre activité ou votre entreprise. Donc en gros, vous allez de là, enfin de on ne s'est jamais parlé à c'est quelqu'un avec qui on échange régulièrement. Et le niveau d'importance, c'est une partie prenante qui est pas importante, enfin qui est peu importante, c'est-à-dire que si jamais j'ai un souci avec cette partie prenante, ça n'affectera pas mon activité. Et une partie prenante qui est très importante, c'est-à-dire qui met en cause l'organisation, l'existence de l'entreprise. Voilà. Donc ça va vous permettre aussi de les hiérarchiser. Définir ma stratégie. Là, on rentre dans le côté un peu théorique aussi, mais c'est un peu la partie, comment dire, un, un peu théorique abstraite de la RSE, donc je vais essayer de rendre ça le plus digeste possible. On s'est déjà parlé des enjeux, donc bien sûr, quels sont vos enjeux, quelles sont vos parties prenantes, c'est ça qui va définir votre stratégie. Vous avez toute une liste d'enjeux que vous avez identifiés, vous avez toute une liste de parties prenantes que vous avez identifiées, vous avez bien sûr vos besoins à vous, vos enjeux à vous qui sont les enjeux principaux, et ensuite vous avez des risques et des opportunités avec lesquels vous allez devoir jongler. Donc, vous avez pour ça, pour définir votre stratégie, on va partir de tout ça en fait. On va articuler tout ça. Deux outils qui sont des outils phares et indispensables d'une démarche RSE, c'est un questionnaire d'identification des enjeux RSE pour vos parties prenantes. Et ensuite, une matrice de priorisation de vos enjeux, la fameuse matrice de matérialité, que je vais aussi essayer de vous expliquer. Mais là, je suis en train de me dire que je suis en train de dépasser mon timing. Bon, on avait 5 minutes de retard au commencement, je vais prendre 5 minutes de retard pour la fin, j'espère que c'est OK pour vous. Ça, je vais passer, on a assez parlé des enjeux. Donc questionnaire, ça peut être tout simplement un questionnaire en ligne, hein. Je vous ai mis un exemple d'une trame qu'on propose pour nos adhérents dans la boîte à outils. Il y a ici l'exemple de la tonnellerie Orion qui avait partagé leur questionnaire RSE sur LinkedIn. Donc voilà, c'est quelque chose d'assez classique. En fait, ce questionnaire, il a pour objectif d'identifier les enjeux RSE de vos parties prenantes, ou bien, si vous avez déjà une liste d'enjeux RSE, de les questionner sur lesquels leur semblent prioritaires, lesquels leur semblent les plus importants. Et en fait, c'est ce questionnaire-là qui va venir nourrir votre matrice de priorisation des enjeux. La fameuse matrice de matérialité. Je regardais ce que j'ai mis. Je vais tout de suite vous donner un exemple, ce sera beaucoup plus parlant que de vous lire ça. Ici, on a l'exemple de la matrice de matérialité du groupe Aqualand. Donc, pas ceux qui font les toboggans géants, mais ceux qui font de l'aquaculture, enfin qui font de la pisciculture. Donc, voici leur matrice de matérialité. En gros, c'est assez simple. On a toute une liste d'enjeux qui sont là, qui sont classés selon le niveau d'importance pour vous, pour l'entreprise, et le niveau d'importance pour les parties prenantes. Voilà, c'est une matrice de priorisation. Ça peut être, c'est comme le urgent important, la matrice d'Eisenhower, enfin voilà, du grand classique. Et en fait, ils ont donc, eux, forcément, ils ont classé leurs enjeux prioritaires, mais ils ont aussi questionné leurs parties prenantes sur la priorité de ces enjeux. Donc ça leur donne ça. Ça leur permet de prioriser donc les fameux enjeux qui sont dans le carré en haut à droite. Donc on retrouve la qualité et la santé de leurs produits, enfin la qualité et la santé,
le bien-être des poissons, l'alimentation des poissons, la préservation de l'eau, la santé et la sécurité au travail, les émissions de gaz à effet de serre, l'ancrage territorial, etc., etc. Parmi leurs parties prenantes, hein, on retrouve forcément les parties prenantes internes, leurs salariés, mais aussi les parties prenantes externes, donc celles que je listais, banques, etc., mairies, tout ça. Vous pouvez aussi, c'est recommandé même, pondérer en fonction du niveau de priorisation que vous avez, enfin, au niveau hiérarchique de vos parties prenantes. Forcément, vous allez plus prendre en compte l'avis de vos salariés que l'avis de la mairie, par exemple. Voilà, donc c'est un peu un travail de gestion des données selon la taille de votre liste de parties prenantes et selon la quantité d'enjeux que vous avez listés. Mais ensuite, vous arrivez à quelque chose de finalement assez clair et qui va guider votre plan d'action pour les années à venir. Donc, sur quoi vous allez travailler quand vous allez travailler sur votre démarche RSE. C'est clair jusque-là, ça va? Ok. Et enfin, je crois qu'on arrive à la dernière partie, animer ma démarche, la faire labelliser et communiquer. Vous avez votre matrice de priorisation des enjeux, donc en fait, vous savez ce que vous allez faire pour les prochaines années quand vous allez vouloir animer votre démarche. Bien sûr, ça va évoluer dans le temps en fonction de l'actualité, en fonction de, voilà, du contexte économique, du contexte social, ça peut bouger. Mais en tout cas, il y a des grands enjeux qui resteront des grands enjeux pour les années qui viennent. Donc, le gros du job est fait. Ensuite, peut-être un nouvel enjeu que vous allez rencontrer, justement, c'est comment ne pas vous retrouver à animer cette démarche RSE tout seul. Je vous disais, ça peut être très fédérateur, ça peut être un vrai projet d'entreprise. Donc, comment faire pour vous entourer en interne, pour animer cette démarche, pour monter des projets, etc. Comment vous allez, enfin voilà, après, comment vous allez prioriser vis-à-vis du ratio impact-effort, vis-à-vis du contexte dont je vous parlais, vis-à-vis de la priorité de vos enjeux. Donc voilà. Après, c'est à vous de l'adapter, hein. L'idée, c'est qu'une démarche RSE, elle soit adaptée à votre vie d'entreprise et que ce soit pas quelque chose de vraiment la cerise sur le gâteau et que ça faut que ça serve, quoi. Et ensuite, comment vous inspirer sur des actions précises pour répondre à ces enjeux. Donc, plusieurs outils que je vous ai listés. Je vais surtout faire un focus sur les groupes de travail thématiques. C'est quelque chose qui fonctionne très bien. Je pense notamment, par exemple, au château Sainte-Roseline, qui fait partie du collectif qui a monté ça sur la base du volontariat. Donc, ils ont proposé à des salariés de travailler sur des thématiques qui les intéressaient. Donc, il y a un groupe de travail qui s'est monté avec des salariés de plein de services différents sur la qualité de vie au travail, un groupe qui s'est monté sur l'éco-conception, etc. Ça a été fait aussi dans une cave en Bourgogne pour monter une cuvée où ils ont chacun travaillé sur un aspect de l'emballage pour arriver à la cuvée la plus éco-conçue possible. Donc chaque groupe de travail ensuite a référé à tout le monde et voilà, ça permet vraiment d'avancer et puis de faire se parler des gens qui se parlent pas forcément dans leur quotidien. Donc on répond à cet enjeu de fédération des équipes. Et voilà. Le reste, je passe dessus. Le questionnaire salarié, peut-être un petit mot, c'est aussi quelque chose qui va vous permettre de mobiliser vos salariés dans votre démarche. Donc questionnez-les sur comment ils se sentent, est-ce qu'ils recommanderaient de travailler ici, est-ce qu'il y a des enjeux qui leur paraissent importants et auxquels l'entreprise répond ou ne répond pas. Est-ce qu'ils sont par exemple sensibles à la gestion des déchets et est-ce qu'ils estiment que l'entreprise en fait assez pour ça, etc. Donc ça peut aussi vous permettre d'identifier des ressources en interne. Et je crois que j'ai fait le tour. Bon, là, je vous présentais ce qu'on fait chez Vignerons Engagés et qui permet de répondre à de nourrir là, les petits outils que je vous ai présentés rapidement. Et peut-être pour conclure, quelques conseils bonus. Partez sur une base. Enfin, comment dire? La RSE, c'est quelque chose de très complexe. On a une base internationale qui est la norme ISO 26000. Partez sur cette base parce que c'est. Enfin, s'il y a des enjeux qui. Enfin, si la RSE doit évoluer dans les années à venir, cette norme évoluera et c'est quelque chose qui sera suivi dans le temps. C'est tellement répandu. J'ai mis plus de 65 pays dans le monde, mais en fait, on est à plus de 180 pays dans le monde. Donc, on est vraiment, vraiment sur quelque chose d'établi. Donc voilà, je ne peux que vous conseiller de vous partir sur cette base de l'ISO 26000.
partagez, échangez, rejoignez des réseaux, n'y allez pas seul, hein. Encore une fois, c'est quelque chose d'assez complexe, donc c'est important d'en discuter. Je vous l'ai déjà dit, mais ne voyez pas ça comme de la qualité uniquement ou un engagement technique, c'est vraiment de la stratégie, ça concerne toute l'entreprise. C'est une démarche d'amélioration continue. Soyez réaliste au début. Ne voulez pas faire trop tout de suite, mais fixez-vous des objectifs, mettez en place des actions, prenez le temps, planifiez. Sinon, le risque, c'est de partir très vite et que ça s'essouffle et qu'en fait, au bout de 2 ans, vous fassiez plus de RSE parce que vous n'avez pas le temps. Alors que si vous ritualisez, c'est pas le terme, mais vous ancrez ça dans la routine de l'entreprise, ça va être beaucoup plus euh, lent, certes, au début, mais en tout cas beaucoup plus périn. Euh, Faites-vous labelliser. Bon, là, en l'occurrence, je prêche un peu pour ma paroisse, mais les labels, ça vous permet d'encadrer votre démarche et de valoriser vos actions. Quand vous allez vous rendre compte de tout ce que vous faites de bien, si ce n'est pas déjà le cas, vous aurez envie de le dire et c'est vraiment difficile de le faire quand il n'y a pas un label qui le certifie. Et en plus, ça va aussi vous permettre de guider vos actions et ça va aussi permettre de prioriser vos actions. Et enfin, bah, je viens de le dire, mais dites-le, c'est important, ça permet de valoriser les équipes, de valoriser ce que vous faites. C'est aussi, entre guillemets, le retour sur l'investissement de temps que vous y avez passé, donc c'est important. Attention quand même au greenwashing, hein, d'où l'intérêt de bien pouvoir justifier tout ce que vous dites, c'est super important. C'était ma conclusion. J'avais 2 questions, mais qui vont être très rapides. Une question, on va se concentrer sur la deuxième. Est-ce que vous avez noté votre niveau de connaissance de la RSE au début du webinaire? Qu'est-ce que est-ce que vous avez mieux compris? Est-ce que, est-ce que grâce à ce webinaire, vraiment, vous avez une idée claire de ce que, voilà, quelles sont vos prochaines étapes? Si c'est ça, bah, dans ce cas, montrez-le avec un 5. Si c'est encore un peu flou, bah, voilà, notez un peu le niveau de clarté de la suite dans le cas où vous voudriez vous lancer dans une démarche RSE, bien sûr. J'enlève le partage d'écran. Je vais le faire de vive voix rapidement. Bien sûr. Merci pour cette présentation. C'est vrai que c'est très concret et ça permet en fait, alors l'objectif, c'est pas forcément de le mettre en place dans une des structures là qu'on gère, mais c'est plus à l'initiative des vignerons. Ça permet quand même de bien comprendre et de mieux répondre, enfin, de pouvoir répondre à des questionnements en fait. Moi, ce que j'en retiens, c'est qu'effectivement, il y a un très gros travail à faire déjà de mise en avant des pratiques qui pourraient être rentrer dans la RSE parce que finalement on se rend compte qu'il y a plein de gens qui font plein de bonnes choses mais qui ne l'identifient pas forcément comme étant la RSE. Et puis le regard extérieur par le diagnostic, ça c'est hyper important. Je crois qu'il faut pas le faire seul, il faut le faire accompagné, il faut le faire de façon méthodique et puis ça permet en fait de dégager du temps aussi à ceux qui souhaitent le mettre en place parce que c'est très chronophage. Mais je trouve que malheureusement, en tout cas dans nos vignobles, alors ça va attendre, j'espère que ça va évoluer, on s'en est pas assez emparé de tout ça pour le dire en fait. On fait plein de choses. Ce que l'on fait euh, de l'Interpro, il répond, c'est la RSE en fait. Quand on regarde tout ce qu'on fait, mais on le met pas en avant et on le labellise pas surtout. Et c'est ça qui est peut-être un peu dommage parce que c'est peut-être pas suffisamment connu du grand public quoi. C'est l'humilité de un peu l'humilité de notre vignoble. Mm. Bah, ça serait Oui, moi ma conclusion et je, ma je vision. partage. Merci pour cet avis partagé au groupe. Est-ce que quelqu'un d'autre veut s'exprimer, pardon, ou bien juste répondre à la question comme vous voulez, Valentine. Bon, c'est clair, ok. Très bien. C'était un petit challenge de concentrer tout ça en 1 heure. D'ailleurs, j'ai dépassé, je suis vraiment désolée, je m'étais engagée à pas le faire. Je retiens le tabouret, tant mieux. Si c'est une image qui vous parle, c'est très bien. Voilà. Et avec plaisir, je comprends que vous deviez partir, c'est largement l'heure. Donc, je crois que... Merci beaucoup, Amélie. voilà. On va du coup clôturer le webinaire. Je vais éteindre l'enregistrement et du coup, les présentations vous seront envoyées à tous.
Du coup, je vais vous envoyer à tous les présentations des 2 webinaires de la semaine dernière et cette semaine. Donc, ceux qui me les ont demandé la semaine dernière, c'est que je vais faire un envoi groupé. Ils seront mis en ligne sur la chaîne YouTube de Techniloire très prochainement. Et du coup,